c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et là, en scénario, en tout cas, de ce que moi j'ai pu vivre depuis 15 ans, quasiment 20 ans que je fais ce métier, chaque jour ça se révèle. Et j'ai tellement appris en fait en faisant ces bouquins, avec Mathieu, puisque ça a été un échange permanent, que bien sûr que moi en tout cas j'ai l'impression de ne pas être le même auteur aujourd'hui qu'au moment où j'écrivais les premières lignes de Lone John. Et j'ai appris à faire de la bande dessinée différemment, j'ai appris des façons de faire mes planches différemment. Par exemple, le tome 2 a été vraiment un moment important, moi, en tout cas dans l'histoire d'un apprentissage, qui a été l'apprentissage par la réalisation de la capacité à créer une histoire, c'est-à-dire vraiment cet objet assez simple, qui existe depuis des millénaires, avec un début, un milieu, une fin. Quelqu'un veut quelque chose, on l'empêche, comment il se bat et qu'est-ce qu'il obtient à la fin, et d'arriver à le faire tenir à ce point-là sur juste 46 pages. Ça a été la face, et avec du sens derrière, c'est-à-dire qu'avec une métaphore, avec une parabole. Ce rapport entre histoire et parabole est vraiment quelque chose que j'étais pas arrivé seul à construire sur 46 pages avant de faire ce tome 2. Donc je l'ai appris là, j'ai essayé de le refaire depuis, mais je l'ai appris là. La façon aussi d'écouter, en travaillant à deux aussi, et spécifiquement sur ce projet, j'ai essayé d'apprendre à écouter mieux. Vous savez, on est dans des métiers, surtout quand on est auteur, où on essaye d'apprendre à mieux parler, à mieux raconter en fait. Et ce qui devient très intéressant dans des collaborations comme ça, je pense qu'on a pu avoir, c'est moi en tout cas d'apprendre à écouter, plus que d'apprendre à parler. Et voilà, d'apprendre aussi à sortir de soi-même. Vous voyez, Lone John, même une histoire sort d'elle-même, vous l'avez noté, c'est-à-dire que le tome 4 est un tome qui sort un peu de cette chrysalide qu'on lui avait donnée au début. Ça a été aussi intéressant. Voilà, et c'est sûr que quand ça se termine, en fait, en plus, c'est un peu comme un enfant qui s'en va de la maison, en fait, qui a grandi. Alors on dit, tiens, je me souviens, il y a quelques mois, il était dans son maxi-cosy, à côté de moi, dans la voiture, et maintenant, je lui donnais les clés, il va passer son permis. Oui, c'est un peu cet effet-là. Ça sent le vécu. Hein. Pardon ? Ça sent le vécu, non ? Ouais, c'est de ça qu'on se nourrit quand on écrit. Moi, je me suis amusé comme un fou. Ça a été... là où je pense qu'il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'on collabore avec Xavier, on a fait pas mal de choses, et beaucoup plus d'albums que les 4 qui sont sortis et qui ne sortiront jamais, parce que là, on a beaucoup fait d'aller-retour, mais le travail de construction est, outre la personne et outre les échanges humains, moi m'ont permis de faire un truc qui m'intéresse beaucoup, et que j'ai l'impression qu'on a posé un style d'aventure, globalement, qui est premier degré, qui est très intense, qui est assez noir, mais assez humain, qui est très près des personnages et qui autorise des gros décollages. Et j'aime bien ce réglage qu'on a réussi à trouver en fait. Moi je vois ça comme un point de départ de travail en fait. C'est-à-dire je pense que sur Lone John on a une espèce de mélange entre une dramaturgie assez rigoureuse et en même temps de la vraie histoire d'homme, de la vraie histoire de femme dans des contextes qui nous autorisent quasiment tout, qui est très riche en fait. On peut faire quelque chose avec ça. Je pense qu'on a une latitude qui peut nous emmener aussi bien dans une taverne, deux gars s'emmerdent sur un rocher en train de discuter de l'avenir du monde. On va 2 secondes après dans des sacrifices invraisemblables ou des alignements cosmiques. On réveille Cthulhu et tout ça match. On peut quand même globalement essayer de raconter quelque chose avec tout ça. Et moi, le panel de possibles que ce style graphique, que ce style de récit, que ce style de scénario permet, je vais le chercher depuis longtemps en fait. C'est quelque chose qui permet d'enchaîner de la discussion sociétale, de la discussion de personnes, de la discussion d'hommes, avec des faits extrêmes, avec des pouvoirs d'évocation fantasmagorique. Un espèce de mode de narration qui est tellement ouvert, qu'il en est presque abstrait. C'est-à-dire on peut vraiment aller dans l'humeur, les émotions, d'aller dans les propos, d'aller dans les actions, les pouvoirs d'évocation les plus divers, et néanmoins faire quelque chose que le public peut accepter. Moi, je peux vous dire sans mentir, je suis assez effaré de l'acceptation du public de Long John Silver. Je suis surpris parce qu'on est hors genre, on est quand même extrêmement libre, on a un mode de récit qui est extrêmement... on fait notre boulot, on essaie d'être rigoureux, on commence à avoir du métier, mais on les emmène dans des secteurs assez atypiques quand même globalement, avec un réglage qui n'est pas si commun que ça, un style graphique qui est quand même assez pittoresque, un style d'écriture qui est quand même assez libre. Et malgré tout, ils nous suivent. Le réglage qu'on propose dans le John Silver, en fait, on s'en est rendu compte avec les années, c'est que à nous deux, en fait, c'est pour ça que je suis bien pour ça trouver, il nous paraît comme évident. Et en fait,
Et on s'est rendu compte, ça c'est Et là il où... paraît assez étonnant au lecteur. Et en fait, il l'est pas. Assez Aujourd'hui, cohérent au il est lecteur pas, aussi. C'est ça qui moi, me laisse de me surprendre à chaque fois. Et j'en suis ravi. Et on en est vraiment heureux. Mais je suis curieux de voir la réaction des lecteurs sur ce tome 4, en fait. Qui, comme vous disiez tout à l'heure, emmène vraiment beaucoup de lignes qui ont été semées sur les 3 premiers albums à leur terme. Aussi bien au niveau humain que dans la mythologie, dans cet univers. On y va, on a dégainé ce qu'on avait à faire. Et alors, je sais pas du tout si ça... Pour nous, ça match comme une évidence. On dit, bah oui, bien sûr, voilà, on s'emmène dans un marécage, en plus il y a des nymphes à poil, après il y a des varans, tout ça est cohérent. Et voilà, et ça peut ne pas l'être. Ça peut ne pas l'être. Et voilà, moi je suis très intrigué. On fait des choix, A, B, C, etc. On le fait par cohérence intuitive, quelque part instinctive, raisonnée, mais au final, ce qui fait le choix, c'est ça. Et donc, on ne sait jamais si les gens reconstituent cette pleine cohérence ou si on est complètement à l'ouest. Le seul risque, c'est que comme le tome 3 date de 3 ans, les gens qui vont lire le tome 4, je ne sais pas s'ils vont avoir l'envie de relire les tomes précédents, et ils le prennent comme ça risque d'être un peu sec. On a été lent, ça c'est ça. Bon, il y a un résumé. Là, c'est pas pareil, on n'est pas dans l'ambiance. Il y a un résumé ne suffit pas. Petit ajout, en fait, le début de l'histoire, les personnages, via leur conflit, via leur discussion, ils résument en fait, l'histoire. Change tout, globalement, avant et après, c'est l'idée de pouvoir faire un album grand public, parce que je suis très amoureux de la culture grand public en fait. J'aime beaucoup les romans, j'aime beaucoup les romans d'aventure, j'aime beaucoup les films grand public. J'aime ce qui globalement est prévu pour un large public, fait de la manière la plus impliquée, rigoureuse et voilà, possible. Et je trouve que c'est peut-être un courant sur lequel on a un peu de mal depuis quelques années, globalement aussi bien dans le cinéma que dans beaucoup de médias, on va dire, de grands flux. Et la perspective de pouvoir se remettre dans une implication telle dans une œuvre grand public et avoir un niveau de retour est pour moi quelque chose de très du bien en fait. C'est un bel encouragement et pour la suite et pour un truc qui est très important, c'est l'implication que les auteurs peuvent avoir à essayer de mettre tout leur cœur à faire un travail grand public, impliqué comme si c'était une œuvre d'auteur la plus grave sur un sujet universellement reconnu comme grave, etc., qui leur donne légitimité à travailler. Et là, je pense que pour moi, ça change un peu mon regard sur tout ça. Et ça remotive à l'idée de faire du enseignement public aussi qualitatif que possible. Ouais, ce que dit Mathieu, c'est vrai que je crois que c'est vraiment important, c'est qu'il y aurait des genres qui détermineraient une discipline de l'auteur. C'est-à-dire qu'en gros, quand on serait dans certains genres comme le documentaire, le récit réaliste ou l'autofiction, la discipline de l'auteur serait réelle et vraie. Et lorsqu'on serait dans des genres soi-disant moins reconnus comme l'aventure, la piraterie, la science-fiction, moins appliqué, ces genres moins directement sociaux en fait, donc la discipline de l'auteur devrait être plus basse. Et c'est vrai que souvent, aujourd'hui, le monde de l'audiovisuel au sens large du terme, visuel, mais audiovisuel, a tendance à raisonner comme ça. C'est-à-dire que, bon, après tout, si on fait des pirates, on a qu'à se lâcher, c'est que des pirates. Dans les autres cas, si on fait un couple se déchire en banlieue, là, il faut être sérieux. Or, c'est faux. C'est faux. Le genre, et d'ailleurs les grands genres aventureux, ils sont en fait les héritiers des mythologies. Je veux dire, les premiers super-héros, c'était quand même Hercule. Et voilà, ces genres-là, qui ont en fait été les genres fondateurs de beaucoup de nos civilisations, en fait nécessitent une grande implication. Et voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette légèreté d'écrit, cette légèreté au sens futilité de travail. Comme dit Mathieu, savoir que les lecteurs finalement nous disent mais oui, nous aussi on a envie, c'est encourageant. C'est agréable d'être suivi, globalement. C'est vrai que c'est chouette d'aller dans ces délires et de voir que les gens nous suivent. Ça honnêtement, pour un auteur, c'est le luxe total.